Bonsoir, Madame, Monsieur. Le 12 août 2018, Samuel Vondo Ayolo, directeur du cabinet civil de la présidence de la République, signait un communiqué de presse dont la teneur suit. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a quitté Yaoundé ce dimanche 12 août 2018, en fin de matinée, en compagnie de son épouse, Madame Chantal Biya, pour un court séjour privé en Europe. Seulement, bien qu'étant hors du pays, le président de la République a signé lundi 13 août 2018 un décret portant nomination du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bertoua. Le lendemain, un autre acte du président de la République portait à la tête de Camwater, à la tête du conseil d'administration de Camwater, M. Koum. Peut-on parler d'hyperactivité présidentielle alors que ce dernier se trouve hors du triangle national? Comment comprendre et que cache cette hyperactivité? Court séjour privé, le travail continue, c'est le fait du jour. Pour la circonscription électorale de Douala 5. Ok. Également, sur ce plateau, une fois de plus avec nous, Maître Emmanuel Pessi, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, et je dis bonsoir aux millions de téléspectateurs de cette excellente télé, et surtout de votre émission qui fait le buzz partout, tout le monde en parle. Okay. Je voudrais dire ici, déjà pour le répéter, que je n'ai rien contre Maurice Kamto. C'est un confrère, c'est tout. Mais c'est un adversaire politique. Et il doit savoir que lorsqu'on entre en politique, du fait qu'il y ait des joutes oratoires, on peut faire des pics. Ça fait l'objet du jeu. Il vient juste d'arriver. Et ça va être encore plus dur la prochaine fois. Et que nous, en ce qui nous concerne, lorsque nous venons dans un décryptage politique, ce n'est pas pour donner le bonbon à quelqu'un, c'est juste pour le critiquer et peut-être faire en sorte que les populations camerounaises comprennent mieux les enjeux et ce que les hommes politiques veulent expliquer. C'est notre rôle, c'est tout. Sans faux fuyant, nous allons faire la même chose avec le maire que je rencontre peut-être pour la première fois, l'excellent garçon, et surtout mon ami Paul Maël qui vient pour Nao. Oui. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, c'est bien cela? Oui, je suis avocat au barreau du Cameroun, je suis un avocat du barreau de Paris, un vieil avocat, et sur ce fait-là, je suis militant du RDPC, j'ai même des fonctions au niveau... Vous ne le cachez pas? Non, ça fait depuis, je suis né dedans. Moi, je ne vais pas cacher, je ne peux pas changer. Je suis né dedans. Malheureusement, j'ai beaucoup d'amis dans les autres partis. Et pour l'instant, je suis fidèle. On ne quitte pas un bateau vraiment comme ça. Il faut rester fidèle et se battre. Et je vous assure que ce n'est pas facile. Ok, c'est pas facile. Bonsoir, Paul Maël. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à mes copanélistes. Je suis très heureux d'être sur ce plateau. Oui. Surtout que je retrouve des personnes dont j'ai le bénéfice de l'amitié. Et je crois qu'on est en bonne intelligence. Je suis très content d'être là. Voilà, vous êtes journaliste, mais surtout porte-parole du candidat Akeremouna. Oui, j'ai décidé cette année-ci, je voulais prendre une année sabbatique. Le bâtonnier Akeremouna m'a donné l'opportunité d'apporter ma modeste contribution au processus de changement auquel notre pays aspire, et j'ai accepté volontiers d'être son porte-parole pour cette campagne présidentielle. Voilà, madame, monsieur, pour la gouverne des millions de téléspectateurs d'Equinox Télévision, tout de suite après Equinox Soir, vous aurez le bâtonnier Maître Akeremouna en face de 3 journalistes de la rédaction centrale d'Equinox Télévision, Cédric Noufélé, Duval Fangwa et Mimi Mefo. C'est à 21h après Equinox Soir. Maître Pessi, dites-moi, qu'est-ce qu'on entend par séjour privé? Mais séjour privé, ça veut dire que le président de la République a le droit, comme tout le monde, de voyager, d'aller peut-être en vacances, et puis surtout quand il part en vacances, et vous avez vu ce qui se passe avec le président Macron à Besançon ou ailleurs, il travaille.
Ça, je trouve ça incroyable de penser que lorsque le président va, par exemple, il peut aller en France, il peut aller ou en Suisse, il peut aller où il veut. C'est un pays libre. Moi-même, il m'arrive de beaucoup voyager, de faire des séjours privés. Et je pense que c'est une excellente chose pour la respiration. On ne peut pas être au service d'un pays comme celui du Cameroun, où vous avez 22 millions de personnes qui sont critiques, et de ne pas prendre le temps de respiration pour aller au fond des choses. Et surtout, le président de la République travaille partout, là où il est. Et c'est maintenant encore plus facile, du fait disons, de tout ce qui se passe avec les réseaux sociaux, la mondialisation. On peut travailler en Europe en vidéoconférence, avec les fax, avec tout ce qu'on veut. Maintenant, le monde a changé. Avant, les gens pensaient que lorsqu'il fallait être au bureau pour signer les parapheurs. Or, pour ceux qui connaissent Yaoundé, enfin, c'est pas le modérateur de l'émission, Maître Pensi, mais je pense que la question était simple. Là, vous expliquez... Non, Maître Pensi, j'ai demandé c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par séjour privé? Voilà. Vous ne rentrez pas encore dans mes... Je vais poser une autre question. Séjour privé, ça veut dire qu'il voyage, il ne va pas en visite officielle. Ok. Maître Ngwale, Carlos Ngwale, dites-moi. Le président de la République, depuis dimanche, comme le dit le communiqué de presse de Simon Vondo Ayolo, en séjour privé. Mais on a quand même vu, depuis lundi, une forte activité, une hyper-activité présidentielle. On va le dire comme ça. Oui, effectivement. Le premier décret lundi, un deuxième mardi. Oui, on a même l'impression que en séjour privé, il travaille plus que lorsqu'il est présent. Et je pense que c'est-à-dire que c'est une spécificité camerounaise parce que c'est pas la première fois que le président de la République prend un certain nombre de décisions qui soit portent notamment décret sur des nominations d'un certain nombre de responsables. C'est pas la première fois qu'il le fait à l'étranger. Mais moi, je pense que dans un système de gouvernance normal, le président de la République doit logiquement signer ces décrets-là en indiquant précisément où il se trouve au moment où il signe. Parce que ce qui est curieux dans les décisions, dans les décrets qui ont été pris par le président de la République, c'est que c'est signé fait à Yaoundé. Pourtant, tout le monde sait très bien que le président de la République ne se retrouve pas à Yaoundé au moment où nous parlons. Il aurait pu écrire fait à Genève pour qu'on sache peut-être qu'il a signé ça peut-être à l'ambassade du Cameroun à Genève. Ça aurait été un peu plus sérieux. Mais si vous voulez que je vous donne mon avis sur ces actes-là, moi je pense que dans des pays sérieux, que nous respectons d'ailleurs, ce type de décisions se prennent généralement en conseil des ministres. Or, tout le monde sait très bien que les conseils des ministres, c'est quelque chose qui n'existe presque pas dans notre pays, parce que je ne me souviens plus de la dernière fois où le Conseil des ministres s'est tenu au Cameroun. Donc vous comprenez que nous sommes dans un hyper-présidentialisme, dans une situation où un seul individu décide de tout, et puis bon, voilà quoi. Voilà, Paul Maël, je reviens à vous. Carlos l'a dit, fait à Yaoundé, alors qu'on sait que le président est, je ne vais pas dire Genève, je ne sais pas, mais il n'est pas au Cameroun en tout cas. Il est en Europe. C'est ce que disait le communiqué du directeur du cabinet civil, et c'est là où je reviens sur ce que mon cher aîné et ami Maître Pensi disait tout à l'heure. On conçoit effectivement que le président puisse avoir des courts séjours privés, même si l'objet du séjour privé est bien connu mais n'a pas été révélé par le communiqué. Le président a bien droit à des vacances. Un séjour privé, c'est quand le président se déplace en dehors de sa fonction présidentielle. C'est pas une visite officielle, c'est pas une visite d'État. Il se déplace, ça peut être des congés, ça peut être pour voir un médecin, pour consulter son médecin pour des soins, ça peut être... Donc c'est ça le séjour privé. Le président y a droit, comme tous les travailleurs, mais je rejoins, là où je rejoins Carlos, c'est que si je suis d'accord avec Maître Pensi qu'effectivement le président, quel que soit l'endroit où il se trouve, peut continuer à travailler, peut continuer à gérer les affaires de la République, la décence voudrait qu'il précise où il se trouve au moment où il signe le décret. C'est d'autant plus que 2 jours avant, c'est-à-dire que dimanche dernier, il a sur son compte Facebook, sur sa page Facebook, maintenant qu'il est très Android, a précisé clairement, j'ai quitté Yaoundé ce dimanche en compagnie de mon épouse pour un court séjour privé. Je pense que le lendemain, avoir un décret qui est signé à Yaoundé alors que tout le Cameroun sait que le président est hors du pays, c'est un problème. Effectivement, on aurait pu nous dire fait à Genève, fait à Paris, on sait qu'il y a des représentants diplomatiques du Cameroun dans ces pays-là et que le président, étant en séjour privé, il y a un bureau, donc peut y aller, signer des décrets qui l'interpellent. Donc, ça ressemble, je dis ça ressemble à une arnaque. Wilfried Ekanga,
Fait à Genève, il fallait qu'il signe, fait à Genève. On suppose qu'il est à Genève. Au lieu de mettre fait à Yaoundé. Vous avez parlé, je ne vais pas répondre directement à la question parce que j'ai une observation un peu, enfin j'essaye de pousser davantage l'observation. Vous avez parlé au début d'hyperactivité. Qu'est-ce qui explique cette hyperactivité? Je ne considérerais pas ça comme une hyperactivité, c'est une activité. C'est-à-dire, il est certes en séjour privé, on va dire en vacances, mais il a quand même fait quelque chose. Il a, voilà... fait ces nominations-là qui ne sont en soi pas la tâche la plus ardue qui soit à considérer, à caricaturer les choses. On considère que j'ai pour résidence principale l'Allemagne et que je suis en vacances au Cameroun, ce qui ne m'empêche pas sur le plateau d'Equinox TV de parler des sujets de la société camerounaise. En gros, tout le monde peut réaliser ce genre de concept. N'étant pas président de la République, les attentes envers moi sont forcément moindres que celles du président de la République. Et je veux dire, le problème de fond, au-delà du fait qu'on marque Genève, on marque Yaoundé alors qu'on est à Genève, se pose peut-être de manière générale sur la proximité du président d'avec ses compatriotes camerounais. Il est en séjour privé, certes, il l'a annoncé, certes, mais est-ce que lorsqu'il est physiquement présent au Cameroun, le Camerounais ressent sa présence comme on ressent la présence des présidents des grandes nations auxquelles nous nous référons d'habitude? L'hyperactivité aurait pu être la déduction si on s'était retrouvé dans un cas de figure où, à l'instar du ministre de la Défense, le président serait descendu en zone anglophone pour notamment discuter sur la fameuse crise. Si, dans le cas des inondations qu'il y a eu ces derniers temps à Douala, il serait descendu sur le terrain, ce serait là une hyperactivité. La critique de l'opposition, notamment sur l'âge, évidemment, je partage le point de vue selon lequel l'âge n'est pas un slogan de campagne, mais cette critique-là est nourrie par le fait qu'on considère que l'incapacité, en tout cas l'absence du président physiquement sur les fronts de tension, s'explique par le fait qu'il n'en a plus la capacité physique et peut-être la capacité morale. Donc, ma critique sur le fait d'actualité dont nous sommes en train de parler serait que quand bien même le président ayant terre camerounaise, cela ne se ressent que de manière épistolaire, comme s'il était à Genève. Or, on est au XXIe siècle avec tous les moyens de communication que nous avons. On devrait procéder autrement. Ok. Maître Pensy, si le président avait mis fait à Genève, non, c'est un problème? Moi, il m'arrive tout le temps de faire ça. Vous savez, il m'arrive de voyager, je signe des conclusions et puis je m'en vais. Il a son collaborateur, il a signé un décret, on a mis une date. Ça ne pose aucun problème. Moi, je trouve ça vraiment un débat absolument dérisoire. Je fais ça depuis des années. C'est-à-dire, je voyage, j'écris une lettre au président, ma collaboratrice sur le lieu de partir, mais la date, c'est zéro. Comment elle a parlé d'arnaque? Non, ce n'est pas zéro. Je voudrais juste... Non, j'explique, parce que vous avez parlé tout à l'heure. Paul, vraiment, je te vois, parce que nous avons l'habitude de le faire. Ça, c'est un faux problème. Nommer un délégué du gouvernement, ça ne se fait pas en conseil des ministres. Franchement, on a nommé un délégué du gouvernement qui n'était pas là depuis 3 ans. Moi, je suis content qu'on le fasse. Je pense que c'est celui de Berthois. Ça ne pose aucun problème. Maintenant, demander au président de la République d'aller au nord et au sud-ouest, où on tire sur même le ministère de la Défense comme des lapins. Je crois d'ailleurs, mon jeune ami Kanga, que c'est de l'envoyer pour qu'on le tue. Comme ça, c'est très simple. Vous aurez des élections sans lui, ce que les gens demandent. Il ne peut pas y aller sans que la zone ne soit sécurisée. Ne vous en faites pas, il ira là-bas quand ce sera sécurisé. Maintenant, l'envoyer à Douala dans une zone où il y a des problèmes. J'ai reçu par exemple un paquet que je devais amener à Bonham Sadi. Impossible de promener ma voiture là-bas parce qu'elle est compliquée et j'allais avoir des frais. Vous allez dire que c'est le président de la République qui a construit sur les trains et vous allez dire que le tonnerre qui va vous dire que moi j'ai des problèmes. Quand je voulais faire vite, on va envoyer au TCS parce qu'il y a des procédures que je dois faire en tant qu'ordonnateur et gestionnaire des deniers publics par rapport à cette loi de 74 modifiée en 76 qui fait que si je vais trop vite, on me met en débat et que je suis obligé d'être tatillon. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Donc il y a des modifications à faire. Maître Pensy, vous voulez nous faire comprendre que le président a signé avant de partir? Mais bien sûr. Moi je le fais d'habitude. Sinon, tous les présidents allaient dire que toutes mes conclusions sont des faux. Je me suis retrouvé en Guinée équatoriale. Il n'est pas le seul, Jacob Camto, invité par le président de la République, dans le cadre d'un certain nombre. Je suis été 3 fois. Et lorsque je suis là, la dernière fois, il y avait, par exemple, on avait fermé les frontières. Bon, je me retrouve avec des dossiers, il y a des trucs, des conclusions que j'ai préparées.
J'ai signé avec des collaborateurs qui m'envoient les conclusions. Mais le problème, c'est que, comme dit Paul Maël, il y a une espèce de tromperie. C'est pas une arnaque. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il ne va pas dire faire Yaoundé alors qu'il a signé un machin. Il aurait pu laisser le soin au secrétaire général de signer en ses lieux et places. Voilà, il n'a pas voulu le faire. Il a signé et il a demandé à son personnel de mettre la date. Et ça ne pose aucun problème. D'ailleurs, si vous n'êtes pas content, allez devant le juge administratif pour contester. Bon, moi, je voudrais juste caricaturer, c'est-à-dire que Maître Pincy est l'un des brillants avocats que nous avons au barreau aujourd'hui, qui a des prestations également à l'international, donc il connaît très bien la technique du dilatoire. Mais je voudrais juste dire, caricaturer, pour dire à Maître Pincy, je vous dois de l'argent. On est amis, et je vous ai appelé à l'aide, vous m'avez prêté de l'argent. Et le jour où je dois vous rembourser de l'argent, je suis à Douala, vous m'appelez sur mon téléphone portable et je vous dis, ah maître, non, je suis à Yaoundé. Comment vous appelez ça? Si ce n'est de l'arnaque. C'est exactement la même chose. Non. Je pense qu'il n'y a rien dans la législation qui oblige que le décret soit publié le jour de sa signature. Voilà. C'est-à-dire que s'il avait signé le décret le 10, on aurait très bien pu marquer le 10 et publier le décret le 12. Ça ne poserait aucun problème. Il est parti dimanche. Oui. Bon, donc, on ne pouvait pas sortir le décret dimanche. Mais justement, on peut signer un décret dimanche et le sortir. La loi ne l'interdit pas. On a vu le président poser des actes un jour férié. Il y a eu des remaniements ici samedi soir. Il y a eu des voilà. C'est un débat dérisoire. Je m'excuse. Carlos Ngolem, le président aurait pu signer dimanche, tout ça. Il aurait même pu signer. Il a posé la date de dimanche. Non, il aurait pu même signer vendredi. Voilà. Pourquoi pas? Il aurait pu prendre toutes ces décisions-là avant de voyager. Moi, je pense que ça pose tout simplement un problème de respect que le président de la République a même pour ses propres citoyens. Si le président de la République respectait ses citoyens, il ne pouvait pas faire ça. Et donc, qu'est-ce qui interdisait au président de la République d'aller signer ça, faire à Genève? On aurait su qu'il a signé ça à l'ambassade du Cameroun à Genève. Pourquoi il veut absolument indiquer qu'il a signé un décret à Yaoundé alors que tout le monde sait très bien que... Parce que l'original se trouve au Cameroun. L'original du décret. C'est-à-dire que le même président... Il allait faire faux. Le même président... Écoutez, le problème est un problème de forme. Le président de la République, le cabinet civil de la présidente de la République fait un communiqué pour indiquer que le président de la République voyage. Oui. Le communiqué, il est là et tout le monde peut consulter. Donc, tous les Camerounais savent que le président de la République, il est en congé. Et lorsque quelqu'un est en congé, on ne s'attend pas à ce qu'il prenne une décision signée à Yaoundé alors qu'il est à Genève. Donc moi, je crois que tout ça pose un problème de respect. Le président de la République ne respecte pas les Camerounais. Et je pense que par rapport à ça, les Camerounais doivent s'apprêter à régler ce problème-là dans les urnes le 7 octobre prochain. C'est très important. C'est du parce qu'on ne peut pas. Il ne respecte pas. Moi, je crois que le président de la République, ça vous gêne comme même un délégué du gouvernement? Non, ça me gêne absolument pas. Quel est votre préjudice? Mon problème, c'est la forme. Pas d'intérêt, pas d'action. Vous n'avez aucun préjudice. Mon problème, c'est la forme. Le président de la République ne peut pas se retrouver au même moment à Genève et à Yaoundé. Mais pourquoi seulement, Maître Pincy, pourquoi seulement maintenant? C'est maintenant que le président a réalisé. Vous savez, le président a beaucoup de choses à faire et après on lui apporte des paraffaires. La présidence, c'est un endroit compliqué. Oui. Je peux vous assurer que on ne sait même pas, peut-être quelqu'un avait bloqué le dossier. La présidence de la République, il faut savoir ce que c'est. C'est tout un monde, c'est Kafka. Il y a des moments où, excusez-moi, vous êtes insidieusement en train de nous dire que le président ne contrôle. Voilà, c'est ce que vous voulez dire. C'est ce que vous dites de manière insidieuse. C'est un endroit compliqué. Si quelqu'un peut bloquer une instruction du président de la République. Non, ce n'est pas une instruction. Je suis en train de vous dire que tout ne marche pas au niveau des services du président dans le meilleur des mondes. Et vous savez, donc ce qui se dit dans ce genre de cas. Non. Quand vous n'arrivez pas à mettre vos collaborateurs au travail, de deux choses l'une. Soit vous êtes incompétent, soit vous êtes illégitime. Je non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est faux. Vous n'êtes pas illégitime. La légitimité sort... Je commence par la légitimité passe du vote de la population, de la majorité. C'est ça, la légitimité. D'accord. Le président... Il nous reste l'incompétence. Il est légitime et légal. La compétence, c'est que
le président de la République ne peut pas mettre derrière chaque collaborateur un soldat sur sa tête. Et il y a eu des réformes au niveau de la présidence qui ont été faites récemment, si peut-être je vous l'ai dit. Il y avait beaucoup de dossiers économiques qui bloquaient. C'est pour ça qu'il a fait des réformes et que le cabinet civil a maintenant également un niveau de collaborateurs qui travaillent sur des réformes économiques, alors que c'était une spécificité du secrétaire général. Le Cameroun est en mouvement. Ce petit problème-là, d'avoir nommé le délégué du gouvernement, pour moi, franchement, ça me fait ni chaud ni froid. L'opposition va profiter de ça comme élément de campagne. Si vous n'avez rien à dire comme opposition, et comme vous avez fait un débat pendant une demi-heure, faites des propositions, on va en parler. Mais je voulais simplement dire que si le journaliste, le brillant Serge Alain Auto a mis ce sujet à l'ordre du jour, ça veut dire qu'il y a une incongruité. Oui, Fede Kanga. S'il y avait rien, il n'aurait pas mis ça à l'ordre du jour. Le maire Gualem a dit du manque de respect de la part du président de la République par rapport vis-à-vis de ses concitoyens. Vous voyez la chose comme ça aussi? Prenons ça d'une manière générale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas forcément m'attarder sur l'indication plus ou moins falsifiée du lieu où le texte a été rédigé, mais prendre la chose encore de manière globale et revenir notamment sur le procès d'intention qui m'a été fait tenter à la vie du président de la République en ayant émis le vœu qu'il... C'est pas toi qui a visé. De manière générale, en tout cas, c'est dans une société sérieuse, dans un pays où les institutions fonctionnent et où le vivre ensemble fonctionne, c'est un procès d'intention qui tutoie la diffamation, d'intenter à quelqu'un le souhait de voir le président de la République perdre la vie en ayant simplement émis le vœu qu'il se rende sur une partie de son territoire. Fut-elle aussi sinistrée, aussi dangereuse que la zone anglophone aujourd'hui, d'autant plus que le président de la République est la personnalité la plus protégée du pays. Si Cabral, Libye, si beaucoup de gens de la société civile, de la sphère politique s'y sont rendus et sont revenus en vie, il est possible que le président aussi... Mais ce n'était pas une exhortation à y aller, c'était simplement la réponse à votre question. Oui. Qu'est-ce que l'hyperactivité? L'hyperactivité aurait été notamment le fait de s'y rendre. Quant au fait de se rendre dans les zones sinistrées, il y a Douala et de l'impossibilité concernant, au regard du cadre que vous avez présenté. Il y a des difficultés. Hein. Oui, vous êtes... Qui a été par le ministre de la Défense, qui a été canardé, etc. Et tous les jours, il y a des gens qui meurent là-bas. C'est vrai, mais en principe... La sécurité, les services de sécurité, c'est eux qui décident, qui disent au président, vous pouvez y aller ou ne pas y aller. C'est ça le seul problème. Moi aussi, je voudrais qu'il y aille, et j'espère qu'il ira là-bas un jour. On a dit la même chose. Juste une précision. Oui, moi, je me souviens, lors de la première guerre du Golfe en Irak, le président Bush de l'époque, le président Bush père, voulait aller remonter le moral des troupes en Irak. Le commandant des troupes à l'époque, qui était le général Colin Powell, lui a dit, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas y aller parce que la sécurité, les conditions sécuritaires ne sont pas réunies. Et le président Bush, à l'époque, lui avait dit, Général, quel est votre travail? Il lui a dit, mon travail, c'est d'assurer votre sécurité. Et le président lui a répondu, eh bien, moi, mon travail, c'est d'aller voir les troupes au combat. Donc, faites votre travail, et moi, je fais le mien. Donc, si on ne peut pas assurer la sécurité du président de la République sur une partie du territoire, il faut interroger notre dispositif sécuritaire. Exactement, et c'est dans le même ordre d'idée que notamment le prince Harry s'était rendu en Afghanistan auprès des troupes britanniques qui s'y trouvaient. Émettre déjà le souhait de s'y rendre, quand bien même il ne se rendrait pas parce que le système, le Secret Service a voulu le protéger, c'est déjà faire preuve d'hyperactivité en quelque sorte. Mais revenons sur l'élément, l'apparition à Douala ou dans les zones enclavées lors des inondations, notamment défendre le fait qu'il ne s'y rendent pas, c'est justifier le fait que le docteur ne vienne pas voir un patient malade. C'est précisément parce que le patient est malade, parce que les choses ne vont pas bien, qu'il doit voir un médecin. Et donc, si le président ne peut pas se rendre dans une zone sinistrée comme la zone anglophone, s'il ne peut pas visiter les inondations comme dans le cas de la ville de Douala, et s'il ne peut pas non plus contrôler l'émission de ces dossiers et la date, etc., on peut se demander à quoi c'est d'une certaine façon un aveu d'incapacité. Non, mais monsieur, tout marche bien. Non. C'est vous qui voyez le problème partout. Tout marche bien. Manuel, tout marche bien. Moi, je veux dire une chose. Oui, mais tout marche bien dans ce pays. Je refuse d'aller à Bonham Sadi. Mais attendez, il y avait un lac les gens portaient les gens sur les... La faute à qui? La faute à qui? Et vous dites que tout marche bien? Non, la faute à ce que les gens construisent sur les drains. Ah, d'accord. Et que c'est le désordre au niveau de Douala, au niveau des constructions. Les gens construisent n'importe comment. Mais vous les laissez faire? Non, je dis, normalement, il faut casser. Or, quand vous voulez casser, les Nations Unies vous disent, ah non, il faut d'abord les
C'était où à Bonamoussa? Maître Pensi. Sur la route. Maître D'accord. Pensi. Sur la Vous avez sur le plateau. Je vois que vous disiez Maître Carlos. Non, quelle route? Moi, je veux savoir. C'est pas vous qui avez fait ça. Non, c'est quelle route? Non, mais c'est même sorti sur Facebook avec les routes, les gens qui À roulaient. quel niveau précisément? Moi, je suis d'accord. responsable local du SDF pour Douala 5. Il n'y a rien, il n'y a pas des inondations à Bonamoussa. Je sais très bien que Douala 5 Il y est en a l'une à des communes les Bonamoussa plus aussi. sinistrées. Oui, mais c'est- Et est-ce que qui. c'est vrai? Non, écoutez, maître, vous avez raison de dire que Douala 5 est une commune, l'une des communes les plus sinistrées, qui a d'ailleurs été abandonnée par la communauté urbaine, qui n'y a investi qui n'a pas suffisamment investi dans l'aménagement des routes et dans l'aménagement des drains. Donc, je suis d'accord avec vous que Douala 5 est une commune sinistrée. Maintenant, à qui la faute? La faute au système que nous avons en place. La faute au système qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un délégué du gouvernement qui ne peut pas rendre compte à la population parce qu'il est nommé par décret présidentiel. Donc, vous ne pouvez pas servir un régime et venir ici sur le plateau faire comme si vous-même vous êtes victime de ce régime. Non, dénoncez-le. Je suis en train Voilà, de dire. vous parlez de... Oui, Je voulais allez-y juste rapidement. dire que c'est une faute partagée. Les populations du Cameroun posent des problèmes partout. Même à Bonaprise, Paul Maé vient de le dire, les gens ont construit n'importe où. Vous allez à Bonaprise, même à Bonadjo, il y a déjà des inondations. Et je dis ceci, il faut toiletter les lois sur les ordonnateurs et les gestionnaires des données publiques, parce que sinon vous allez vous retrouver en débat. C'est cette disposition légale qui est mauvaise, et moi, je suis de RDPC, j'en appelle à une réforme pour que les choses aillent très vite. Si vous regardez les budgets, la consommation des budgets d'investissement public, partout, les gens ont du mal parce que ces gestionnaires-là ont peur d'aller en prison. Ça, vous êtes maire. Je suis d'accord. Oui, oui, Je suis d'accord pour les réformes. Je suis d'accord pour les réformes. Je suis d'accord pour les réformes, mais je pense que l'une des réformes qui ferait du bien à la gouvernance d'une ville comme Douala serait la modification de la loi d'orientation de la décentralisation pour faire en sorte que désormais le poste du délégué du gouvernement soit soumis à l'élection. Voilà. Et non à la nomination Sinon, sinon, tout simplement supprimer. Ok, on va y revenir. J'ai parlé de court séjour privé. Hein. On va voir tout à l'heure. Un magazine diffusé à la télévision suisse disait, diffusé le 28 juin 2018, révélait qu'en 35 années de pouvoir, c'était en 2018, 35 années de pouvoir de Paul Biya, le président est resté 4 ans et demi en séjour privé à l'étranger. Est-ce que sa sortie 12, du 13 et 14, c'est une façon de montrer qu'il travaille, même quand il est de l'autre côté? Non, mais je crois que moi, je ne me fie pas aux statistiques de ce journal, qui ne sont pas une preuve en soi. Je sais que le président de la République travaille partout. Et je ne vois pas en quoi cela... Justement, parce qu'à un moment, le débat au Cameroun, c'était que le président est tout le temps en vacances, il ne travaille pas. Est-ce que les sorties de ces derniers jours, c'est pour fermer... Je crois que les gens exagèrent. Oui, comment? Il y a des gens de l'opposition qui vous disent que le président est un dictateur. Des autres qui vous disent qu'il délègue beaucoup. Vous ne pouvez pas être quelqu'un qui délègue et qui est en même temps un dictateur. Je crois que c'est ça le véritable problème. Il y a un mode de gouvernance au Cameroun, c'est vrai, qui fait que le président délègue. Bon, mais est-ce qu'il délègue toujours à la bonne personne? Moi, je pose des problèmes en réalité. Et j'ai dit qu'à un moment donné, il faudrait réformer cela. Bon, et qu'il emporte une certaine responsabilité d'avoir gardé, par exemple, quelqu'un comme, en disant le gouvernement n'est pas bon depuis 2013 et qu'il est gardé. J'ai dit qu'il faudrait apporter des réformes et j'espère qu'il va le faire. Moi, je ne peux pas, ici, empêcher un autre président de voyager. Il y a des Camerounais qui voyagent plus que le président. D'ailleurs, je crois que mon ami... Mais ils ne sont pas présidents. Oui, mais c'est pas la même chose. D'ailleurs, même mon ami Akere voyage trop. Vous n'allez pas l'empêcher. Non, c'est pas la même chose. C'est le seul il n'est pas encore qui président. voyage le plus. Oui, il n'est pas encore président. C'est une bonne chose. Il est président... Oui, je voudrais, Serge Alain, moi, je voudrais même mettre de l'eau au moulin de Maître Pensi en disant que je trouve normal que le président voyage, que ce soit des voyages officiels, que ce soit des voyages privés. Si vous regardez la différence entre nous et les États-Unis, je pense que Wilfried ne me dira pas le contraire, c'est que l'agenda du président des États-Unis, vous pouvez le consulter aujourd'hui par Internet. Vous voyez que le président de la République des États-Unis se déplace énormément. Il passe plus de temps en Floride qu'à Washington. Je dis... Comme je le disais... Un voyage officiel? Non, il va chez lui. Aussi officiel, aussi privé. C'est-à-dire que le président de la République, je crois qu'aux États-Unis, le président, tous les trimestres, il va à Camp David pour des vacances. Donc, moi, c'est pas ça le problème. Il va même jouer. Je rejoins Emmanuel pour dire que le débat sur les voyages du président, et même sur son âge, pour moi, c'est un faux débat. Le président aurait 150 ans.
si les affaires de la République marchaient normalement, si les dossiers étaient parfaitement conduits et diligentés comme il le faut, ça ne poserait le problème à personne. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est l'inertie qui résulte de ces voyages et de éventuellement son âge. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec Emmanuel quand il dit que le président délègue. Il ne délègue pas du tout, parce que s'il déléguait, ça irait beaucoup plus vite. Et je rejoins Carlos pour dire à Emmanuel, on ne peut pas venir aujourd'hui nous dire que je suis militant du RDPC, mais il y a des routes qui ne sont pas qui sont gâtées à Bonamoussadi et je n'y vais pas. Parce que ce qui se passe à Bonamoussadi, c'est le régime en place qui en est comptable. Et Carlos vient de le démontrer. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est dire qu'effectivement, on a des choses qui ne marchent pas bien dans le pays et peut-être qu'il est temps, après 36 ans, qu'on change. Nous, par exemple, chez Akeremouna, on n'est pas de ceux qui disent qu'il n'y a rien qui a été fait, le président Biana. Non, il y a des choses qui ont été faites. Il y a des choses qui peuvent être mieux faites. Il y a des choses qui peuvent être qui ont été moins bien faites. Il y a d'autres qui ont été mal faites. Mais il y a des choses qui ont été faites. Aujourd'hui, on se dit, quoi qu'il en soit, que ça ait été bien fait, moins bien fait ou pas bien fait du tout, il est peut-être temps de passer à autre chose, de donner l'autre chose. Parce que ce qu'il faut dire, moi il y a une citation d'Antoine de Saint-Exupéry que j'aime beaucoup répéter quand on parle de chef. Il disait, le chef, certains considèrent le chef comme étant un loup-garou qu'il faut absolument abattre, d'autres le considèrent comme une vache à lait qu'il faut absolument traire, mais ce que tous oublient, c'est que le chef, c'est le cheval qui tire la calèche. Ce que Maître Pessi est en train de nous dire, c'est que le cheval s'arrête, donc la calèche s'arrête, et il s'attaque à la calèche en laissant le cheval. Si le cheval roule, si le cheval continue à galoper, la calèche va rouler. Si le cheval s'arrête, la calèche va automatiquement s'arrêter. Voilà, Carlos Ngoualem, cette comparaison, hein, je veux qu'on soit clair. Les Camerounais se sont plaints à un moment que lorsque le président allait à l'étranger, il ne faisait plus rien. Aujourd'hui, il est à l'étranger, il veut montrer qu'il travaille. Non, moi je crois que les Camerounais se sont plaints que le président passait le plus de temps à l'étranger. Oui. Parce que plusieurs fois... On parle de 4 ans et demi. Oui, c'est beaucoup. Parce que plusieurs fois, le président de la République est allé en séjour officiel à l'ONU et après, il n'est pas rentré au Cameroun. Après, au lieu de rentrer au Cameroun, il est rentré dans son autre chez lui, à Genève, pendant des semaines, au point où il est même arrivé que les Camerounais s'interrogent sur la question de la vacance à la tête de l'État. Je crois que ce problème s'est posé plusieurs fois du fait que le président de la République avait mis Alors, Ngoualem, je crois qu'il a toujours respecté. Il est rentré très souvent la veille. Bien évidemment, il est souvent rentré la veille, tout simplement pour ne pas tomber sous le coup de la vacance à la présidence de la République. Donc, moi, je crois que cela pose un problème de disponibilité du président de la République. Parce que si le président passe le plus de temps à l'étranger, sans que les Camerounais sachent exactement qu'est-ce qu'il fait là-bas. Parce que nous avons dit tout à l'heure que les présidents américains voyagent beaucoup, les présidents français voyagent beaucoup, mais sauf qu'ils voyagent avec un agenda précis qu'on peut consulter. À tout moment, vous pouvez savoir exactement où le président est et qu'est-ce qu'il est en train de faire. Or, la plupart du temps, le président de la République du Cameroun se retrouve à Genève sans qu'on sache exactement. Peut-être il se repose. Peut-être, parfois, on a même eu à dire qu'il prenait des soins. Moi, je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'il est malade. Mais il faut reconnaître qu'à 86 ans, vous ne pouvez plus jouir totalement de vos ressources physiques. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Donc, moi, je pense que la question de l'âge du président de la République ne peut pas être évacuée. Vous dites donc qu'à cet âge-là, il ne peut plus jouir de toutes ses capacités, mais vous ne comprenez pas pourquoi il doit se rendre tout le temps à l'étranger pour des soins? Je pense qu'à 86 ans, on doit penser à se reposer. C'est très important. Et puis, il y a autre chose. Le président de la République a quand même fait 36 ans au pouvoir. Et ça 36 ans, ça use. Donc, je crois que le débat aujourd'hui au Cameroun doit être porté sur le fait que nous avons un système qui est bloqué. Un système où il n'y a pas d'alternance. Vous ne pouvez pas, lorsque vous avez passé plus de 10 ans au pouvoir, vous ne pouvez plus gérer de façon normale. Il y a des compromis, il y a des compromissions, il y a un certain... Vous ne pouvez plus. Donc moi je pense que la question de l'âge du président de la République doit être posée, tout comme la question de l'alternance au pouvoir. Wilfried de Kanga, les Camerounais, le maire Carlos Ngoualem dit que les Camerounais doivent savoir où se trouve leur président de la République. En Allemagne, Angela Merkel, les Allemands sont au fait
de tous ces mouvements, en Allemagne comme à l'étranger? Ce qui s'y intéresse d'une certaine façon, mais il faut surtout s'intéresser sur les questions de fond. Oui. Nous nous trompons en pensant que les présidents étrangers voyagent beaucoup, point final. Les présidents étrangers voyagent beaucoup à l'intérieur de leur pays. Oui. Camp David, c'est le célèbre endroit où Ronald Reagan s'est notamment rencontré avec Margaret Thatcher il y a quelques décennies. La Floride, c'est au large de Cuba, au sud des États-Unis, c'est encore aux États-Unis. Besançon, c'est en France, c'est en Franche-Comté, là où Macron, il est président, en tout cas. Les présidents, aussi bien Angela Merkel que Donald Trump ou ces personnages-là, ils voyagent la plupart du temps à l'intérieur de leur pays. Nous avons évoqué hier le volet tourisme. Une participation du président au tourisme de son pays serait déjà de montrer lui-même qu'il apprécie les paysages, le cadre et l'infrastructure environnementale de son pays. Il pourrait y aller. Vous aimeriez voir le président à Kribi ou à Limbe? Ou à Sangmelima, ou à Koussiri, ou en tout cas dans toutes les zones où il n'y aurait pas la justification, il y a eu tel ou tel sinistre, ou alors il y a une crise d'insécurité. Ça, c'est un volet. Lorsque vous allez, hier aussi, nous avons évoqué le viaduc en Italie, à Gênes, dans la région de la Liguria, qui s'est effondré. Il est certain, allez regarder le président du conseil, Giuseppe Conte, il s'y est certainement rendu. Et pour ce qui est de l'aménagement urbain, évidemment, c'est contre-productif d'affirmer que on est les tenants de l'administration camerounaise actuelle, mais on est dans l'incapacité de se rendre dans telle ou telle région à cause des sinistres qui y règnent. Sous l'impulsion du président chinois, je prends l'exemple de la Chine parce qu'aujourd'hui, c'est le premier partenaire commercial des pays africains, dont notamment le Cameroun. 50% de nos échanges, de nos infrastructures dans le continent tout entier sont élaborées et construites par la Chine. Et sous l'impulsion du président chinois Xi Jinping, la ville de Pékin, par exemple, la capitale, qui est au moins de 50 fois plus grande que Douala, ce sont des villes qui font 100 km sur la longueur, a été aménagée de manière à ce qu'il y ait 5 boulevards concentriques autour de la ville qui permettent les sorties et les entrées, parce qu'il y avait un véritable plan urbain, un véritable plan d'urbanisation. C'est entre autres à ça que doit servir un président de la République. Les nominations, évidemment, c'est les dispositions régaliennes, les dispositions de l'exécutif, mais cela ne suffit pas. Il faut que le président soit au fait du quotidien de ces populations, et avant de savoir tout simplement où il se trouve ou pourquoi est-ce qu'il est en séjour privé ou en séjour public, pourquoi est-ce qu'on a marqué Genève ou Yaoundé. Le Camerounais veut surtout savoir quels sont les projets, quelles sont les dispositions pragmatiques mises en œuvre pour que son cadre de vie soit facilité. Voilà. Dites-moi, Paul Mahel, le président absent, comme dit Wilfried, vous trouvez que notre président est un peu trop absent? Non, non, je pense que Carlos a relevé un fait qui est important tout à l'heure. Le président s'est souvent déplacé pour des voyages officiels et est revenu 2-3 semaines plus tard. Il est souvent allé à des sommets de l'Union africaine ou des Nations Unies, et il est revenu alors que tous ses homologues étaient déjà rentrés chez eux. Il était même parti sur d'autres destinations. Je pense que c'est... Mais comme je le disais, pour moi, ce n'est pas le déplacement qui pose problème. C'est qu'il y a une continuité dans l'action présidentielle. Parce que voyez-vous, le problème, c'est qu'on est dans un système, d'abord, où le président cumule entre ses brins beaucoup de pouvoir. Il y a trop de pouvoir concentré entre les mains du pouvoir du président, qui contrôle pratiquement tout le système politique camerounais, législatif, judiciaire et exécutif confondus. Et à côté de ça, le président ne délègue pas, contrairement à ce que M. Percival nous fait croire. Parce que si le président déléguait, vous n'auriez pas chacune des décisions que prend un ministre de la République précédée par sur haute instruction du président de la République. Je vous prends juste un exemple. On a eu une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux montrant des soldats qui abattent froidement 2 femmes et leur bébé. Le ministre de la Communication, qui est le porte-parole autoproclamé du gouvernement, je dis autoproclamé parce qu'il n'y a aucun acte qui le désigne comme tel, autoproclamé du gouvernement, a pris la parole. Il était accompagné dans cette prise de parole par le chef de division de la communication du ministère de la Défense. Donc on peut estimer que cette communication-là était légitimée par le ministre de la Défense pour dire que cette vidéo est un pur montage. On est même allé jusqu'à nous dire que c'est M. Patrice Nganang qui est à l'origine de ce montage-là. Bien sûr, il a été repris en chorus par tous les thuriféraires du régime sur tous les plateaux télé pour dire que c'est du sabotage, c'est du montage. On est même allé jusqu'à accuser le professeur Maurice Kamto d'en être l'un des instigateurs, pour que 2-3 semaines plus tard, on vienne nous dire que sur instruction du président de la République, finalement une enquête a été ouverte et on a mis aux arrêts un certain nombre de soldats. Je pense qu'il y a un problème.
Ça veut dire que le président contrôle tout. Il est au départ de tout. C'est le président qui décide si on va offrir des présents aux musulmans qui vont au Hajj. C'est le président qui décide si on doit aller secourir les sinistrés. C'est le président qui décide si on doit donner de l'argent aux sportifs. Vous vous rendez compte jusqu'à quel niveau ça va? C'est-à-dire que parfois l'équipe nationale n'a pas de prime. Il faille qu'on attende que le président décide. Les voleuses vont gagner. Elles remportent un trophée. Paul Maël, est-ce que les ministres n'en font pas souvent un peu trop? Parce qu'on n'a rien pour vérifier. Est-ce qu'en ajoutant cet élément sur haute instruction... Je peux vous dire que dans ma carrière, ma modeste carrière de journaliste, j'ai eu le plaisir de côtoyer de près un certain nombre de membres du gouvernement. Oui. Je peux vous dire avec assurance, d'abord, et je ne pense pas que Maître Pincy me dira le contraire, d'abord les membres du gouvernement qui rencontrent le président de la République, qui ne sont pas nombreux. C'est pourquoi le 20 mai, vous les voyez se bousculer comme le commun des mortels pour le saluer comme pour les autres. Donc ils ne sont pas nombreux. Deuxième chose, ils ne le rencontrent pas souvent. Donc ils ne reçoivent pas d'instructions de lui. Ils ne savent même pas ce qu'il pense jusqu'à ce que l'instruction arrive. Et cette inertie-là provoque aujourd'hui que, par exemple, il est clair, Carlos Boalem l'a évoqué de manière, comment je veux dire, assez furtive. Mais aujourd'hui, les relais que nous avons de la presse, moi je suis aujourd'hui en dehors, donc je n'ai pas les moyens de recoupement nécessaires comme quand j'étais journaliste d'active, mais les relais qu'on a de la presse nous font savoir qu'il y a une guerre ouverte aujourd'hui au palais présidentiel entre le cabinet civil et le secrétaire général de la présidence de la République. Et ça se ressent parce que si vous observez bien, vous allez vous rendre compte que depuis 2 ou 3 mois, les instructions qui partent de la présidence pour le gouvernement partent du secrétariat, de la direction du cabinet civil et non plus comme avant du secrétaire général de la présidence de la République. De là à ce qu'on vous dise que la résidence du secrétaire général de la présidence de la République a été attaquée par des hommes armés, vous faites rapidement un certain rapprochement et vous vous dites, ah ben, dans quoi on est en train de se lancer? Donc je dis, il y a un problème dans la gouvernance. Nous pensons que premièrement, il faut décongestionner les pouvoirs du président de la République. Il faut ensuite consacrer une véritable séparation des pouvoirs, que le judiciaire ne soit plus sous le contrôle du président de la République. Et ça commence par un événement simple, un fait simple, c'est que le président de la République ne peut pas en même temps être le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il faut que les magistrats qui sont de haut vol s'asseyent et décident entre eux celui qui préside à leur destinée, en notant qu'ils doivent être nommés par le président de la République, mais comme ça se fait dans certains pays, comme aux États-Unis, comme à côté au Kenya, le président ne peut pas les démettre. Pour les démettre, il faut passer par l'Assemblée. C'est un procédure. Donc, il y a ces problèmes-là qui créent des goulots d'étranglement dans l'action du gouvernement et qui créent des situations comme celle qu'on est en train de dire. Maître Pincy, trop de pouvoir concentré entre les mains du président de la République. Il devrait... Je pense qu'il faudrait une réforme à terme. Oui. On est d'accord. Oui, non, mais ça c'est une évidence que nous avons au Cameroun une réforme à faire. Et ce que je voudrais dire pour retenir ce qu'a dit Paul Maël, nous avons l'habitude de fréquenter beaucoup de ministres. J'ai beaucoup d'amis. Tu ne savais pas, ma femme a été ministre, directeur de cabinet du président Lissouba. Donc j'ai eu dans ma famille des gens ministres et j'ai même des frères et amis intimes depuis très longtemps. Donc ce n'est pas toujours sur instruction du chef d'État. Nous étions au tribunal dans l'affaire Siam-Siwe, le port autonome. Moi j'étais pour le connaître étonné. Un jour, Siam-Siwe, qui était secrétaire général, nous raconte qu'il y avait le président allé à Bafan. Ça lui arrive d'aller. Il était donc à Bafan. Et parmi les gens qu'on devait recevoir, Siam-Siwe, secrétaire général adjoint, se précipite pour aller faire une demande d'audience. Et on lui dit, mais comment? Tu demandes une demande d'audience alors que tu vois tout le temps? Il dit que non, depuis 18 ans que je suis à la présidence, il ne m'a jamais reçu. Ça veut dire que le président ne reçoit pas beaucoup de ministres. Il y a même des ministres qui sont restés 3 ans qui ne l'ont jamais vu. Sauf quand il y a les cérémonies, le 20 mai ou bien quelques conseils de ministres dont on a parlé tout à l'heure. Et ça, c'est un vrai problème, véritable problème, parce que les ministres vous disent toujours, parce que on peut dire en français, comme on dit, ils n'ont pas de couilles. Les gars ont peur. Quand ils veulent prendre une décision, ils disent, ah, c'est autre chose, le président n'est sur personne. Monsieur, prenez vos responsabilités. Quand vous êtes ministre, prenez vos responsabilités. Vous, les ministres, refusent de prendre des responsabilités et disent que c'est sur haute instruction. Et souvent, ces hautes instructions sont en train de s'introvertir. Vous avez parlé tout à l'heure d'Issa Chiroma, qui a commis un premier communiqué. Et après, un autre communiqué qui était tout à fait sibyllin, qui était presque le contraire. Il n'est pas, lorsqu'il y a des incidents et que le tribunal militaire est saisi, vous ne pouvez pas affirmer quelque chose.
vous devez attendre parce que d'abord, ces personnes qui sont arrêtées sont jouissent de ce qu'on appelle la présomption d'innocence et qu'il doit y avoir des enquêtes qui sont en cours. Donc, il ne faut pas faire des affirmations, surtout sur des affaires aussi délicates. Sur haute instruction du président de la République, souvent les gens disent n'importe quoi. Et c'est pour ça que je voudrais donc rappeler ceci. Oui, très rapidement qu'il faut faire des réformes, à mon avis. Et c'est pour ça que je souhaite que le président soit élu, parce qu'il est le seul à pouvoir apporter les modifications. Il a la majorité requise au niveau du Parlement pour pouvoir faire une réforme constitutionnelle en diminuant les pouvoirs du président de la République, en mettant un Premier ministre de l'autoflagellation, en fait, qui sera responsable devant le Parlement et en ayant des ministres qui vont passer devant des commissions avant d'être nommés. Ok. Dans un instant, le journal de Sylvestre Hippolyte Zangao. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Voilà le journal de 21 en 2 ou 3 escales. D'abord, le 20h de ce soir reste dans la dynamique de la présidentielle du 7 octobre prochain avec le Social Democratic Front qui annonce avoir déjà recruté une 30 000 volontaires. L'annonce a été faite ce jour par le candidat du Social Democratic Front à cette élection présidentielle. Joshua aussi, qui est présenté à la presse son QG de campagne situé au quartier Aqua dans l'arrondissement de Douala. Premier, le Social Democratic Front qui veut donc sécuriser les voix de son candidat lors de l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Nous parlerons également de la célébration de la fête de l'Assomption ce jour sous fond d'interpellation, appel des fidèles et lors des différentes célébrations dans les chapelles et autres paroisses. On a prié pour la paix, le retour de la paix dans les régions en conflit au Cameroun. Nous parlerons également de cette rencontre entre le ministre des Sports et de l'Éducation physique et les anciennes gloires du football camerounais. Il est question ici d'associer ces anciens joueurs de l'équipe nationale de football du Cameroun dans l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, se servir surtout de leur image pour séduire la plupart des visiteurs qui hésiteraient à prendre la destination Cameroun au mois de juin 2019 pour prendre part à cette grande messe du football africain. Voilà, madame, monsieur, le développement de tous ces titres, c'est tout à l'heure dans le 20h de Sylvestre Hippolyte Zangao. Quant à moi, je vous retrouve après pour le débrief. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Voilà, retour sur le plateau d'Equinox Soir, toujours en compagnie des experts. Je commence avec vous, Paul Maël. La mission de la CAF qui vient imposer au COCAN les anciens lions pour l'image. C'est tout simplement dommage. Encore une fois, le Cameroun. C'est tout simplement dommage qu'il faille que c'est la CAN qui vienne demander d'impliquer les anciens. La CAF, autant pour moi, qui viennent demander qu'on implique les anciens internationaux dans l'organisation de la CAN. C'est hallucinant quand on regarde ce que nous avons en termes d'anciens footballeurs professionnels qui ont eu des carrières époustouflantes, qui ont joué dans des grands clubs, qui ont joué dans de grands championnats, et qu'on organise une CAN et que c'est la CAF qui soit obligée de venir nous dire écoutez, vous avez de la ressource, il faut les associer. Pour moi, c'est quelque chose de dommage. Et je pense que ils sont restés dans la logique qu'ils avaient initialement, c'est-à-dire que aller faire appel à la ressource étrangère. Et c'est ça le problème dans ce pays. C'est qu'on veut tout faire par des fonctionnaires qui n'ont ni l'expertise, ni la volonté. Tout ce qu'ils font, c'est des calculs pécuniaires pour savoir combien on va gagner dessus. Du coup, ils en font une chasse gardée où ils ne veulent pas que des gens à l'extérieur viennent s'immiscer là-dedans. Et c'est vraiment dommage. Carlos Golem, une autre fois, le Cameroun a montré un mauvais visage. Mais bien entendu, depuis que la CAF a confié l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, on va de fiasco en fiasco. Et je pense que c'est pas normal, c'est honte que c'est la CAN qui en vienne à demander, à exiger ou alors à imposer l'implication des anciennes gloires dans l'organisation de la CAN. Je crois que c'est quelque chose qui devait être tout à fait normal. On ne peut pas organiser une Coupe d'Afrique des Nations dans un pays de football où il y a des joueurs qui ont gagné les Coupes d'Afrique des Nations, qui ont participé à la Coupe du Monde, et que cela soit mis de côté dans l'organisation. Je crois qu'ils ont toujours quelque chose à apporter, ne serait-ce que sur le plan de l'organisation, sur le plan du rehaussement du moral des troupes, des joueurs. Donc, et comme a dit Paul Maël, c'est tout simplement hallucinant parce que chaque fois, nous allons toujours chercher à l'extérieur ce que nous avons chez nous.
Regardez la question du choix de l'entraîneur. On est allé chercher 2 Hollandais alors que nous avons des Camerounais qui peuvent très bien occuper cette fonction-là. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on apprenne à faire confiance aux locaux. Maître Pensi, vous pensez qu'il y a quelque chose à faire rapidement? Je pense que c'est une bonne chose qu'ils soient là. Et je pense que s'ils sont là, ça veut dire qu'on a quand même pensé à eux. Peut-être que... On a quand même pensé à eux. Mais il a fallu que ce soit... Ah, la CAF est partie à 2 ou 3 jours. Mais ils sont déjà là. Mais vous, sur place, vous n'avez pas pensé à eux. C'est ça le problème. Il y avait une synergie au niveau de la pensée. Parce que la CAF vient d'en parler et ils sont déjà là. Donc c'est pas par un coup de magique qu'ils sont retrouvés au Cameroun. Je pense que c'est une idée qui est très bonne. Mais je ne vois pas le ministre de l'enseignement, des sports refuser de voir s'associer les éléments de lien indomptable. On regrette simplement qu'il n'y ait pas un fonds pour pouvoir soutenir des lions. Parce que nous avons un, je pense que c'est Onana, un comme ça qui est en train de vaguer, qui est en train de mourir. Oui. Et c'est quand il va mourir qu'on va penser à eux. Je crois qu'il faudrait, lorsque les fonds très importants sont alloués, on va avoir beaucoup de milliards au football, qu'il n'y ait même pas, ces gens-là n'aient pas de sécurité sociale, qu'on n'ait pas un endroit adopté, une sorte de dispensaire, on peut les soigner gratuitement pour les services qu'ils ont rendus à la nation. Moi, je ne voudrais pas faire la polémique. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, il faudrait qu'il y ait des endroits. Non, je ne suis pas d'accord avec le fait dans ce pays qu'on veuille traiter les footballeurs, enfin les sportifs et les artistes comme les pupilles de la nation. Non, je suis très respectueux du travail qu'abattent les footballeurs et les artistes à l'international, mais je ne pense pas qu'ils font plus pour le Cameroun que les enseignants qu'on lèche dans la dèche. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Le football ramène beaucoup de milliards au Cameroun. Les enseignants forment le Cameroun. Non, ça c'est autre chose. Non. Il faudrait la couverture médicale qui soit universelle au Cameroun. Ça, c'est un élément fondamental. Je crois que Paul Motazé était avancé à ce niveau-là. Mais je crois que dans tous les pays au monde, si vous regardez en France, les sportifs ont un fonds. Et d'ailleurs, je crois que c'est l'UNEF, en fait, leur fédération, a un fonds très important qui concerne le football. Parce que le football génère beaucoup d'argent. Il faut comprendre que le football, c'est un spectacle qui ramène beaucoup d'argent et on peut dégager des fonds. C'est bien qu'on fasse également ça pour les enseignants. Mais ils rapportent de l'argent aux footballeurs également. Vous avez vu les salaires qu'ils ont, ces gars-là? Oui, voilà. C'est pour ça que je dis que même les footballeurs... Ils gagnent l'argent qu'un fonctionnaire, qu'un enseignant ne gagnera pas pendant 3 décennies. Excusez-moi, j'ai voulu parler à un avocat de football. Il m'a dit, laisse-moi terminer. Je suis un jeune homme là qui est parti en Chine, là, qui était gaucher, je ne sais pas comment il s'appelle là, le Camerounais. Il vivait avec sa mère, il n'arrivait pas, il donnait 500 francs au football. Le gars s'est retrouvé... Bassogo. Le gars m'a dit, ne me parle plus de ça. J'ai bac plus 7 et je n'arrive pas à avoir 300 000 francs. Mais écoutez, alors... Et Bassogo est là avec des milliards. Et demain, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faudrait qu'il y ait un fonds. Oui. Même les footballeurs professionnels qui sont à l'étranger peuvent mettre. Je crois qu'ils avaient essayé de faire ça avec celui qui est mort là, Mayebi, pour essayer de faire en sorte que on ne laisse pas les footballeurs partir. Moi, je pense que c'est une bonne chose que les footballeurs professionnels soient là au Cameroun pour être autour de lui. Non, sur l'acte, maître, restons sur l'acte. Est-ce qu'il faut attendre que ce soit la CAF qui vienne demander comme ça au pouvoir public? Je ne sais pas si c'est ça. Si c'est ça, le ministère a tort. Vous ne savez pas? Si c'est ça, le ministère a tort. Okay. Mais je crois savoir que le ministre également pense souvent à eux. Il y a beaucoup de tort là en une semaine, hein, de part de ce gouvernement. Non, le ministre a beaucoup de choses. Ce ministre-là, c'est lui qui est sur la sellette surtout. Okay. Si la CAN ne le suit pas, tout le monde va dire que c'est lui le responsable. Wilfried Ekanga, je reprends un extrait du ministre Pierre Ismaël Bidungpat. Il dit « Ces anciens lions auront une place de choix et prépondérante à jouer lors de cette CAN. » D'où l'intérêt de se poser les questions, pourquoi n'avoir pas pensé à eux plus tôt? On va paraphraser un auteur célèbre en disant « La médiocrité gère la cité », fermez les guillemets. Le problème avec le Cameroun, il est là, entre autres. On a l'impression qu'on a développé la détestable habitude de privilégier l'autre avant nous-mêmes. Je ne m'aligne pas avec l'argument de M. Pensi qui dit qu'il y a eu une synergie dans les décisions. Je n'aimerais pas que pour faire fonctionner le Cameroun, nous fonctionnons, au lieu d'utiliser la rationalité, nous nous basons sur le principe de ce qu'on peut appeler de la sorcellerie. Il faut que nous soyons objectifs et logiques dans nos choix.
les footballeurs que nous avons vus tout à l'heure dans le reportage, Monsieur Rigobert Song, Monsieur Patrick Baumer, représentent en fait, dans le cadre des marques de luxe, on dit les géris, représentent en tout cas la figure, ceux qui vendent le pays, ceux, entre autres, ils ont en tout cas contribué largement de par leur talent à ce que le Cameroun soit connu dans le domaine footballistique à l'international. Et donc, le débat ne devrait même pas se poser sur la sélection, la nomination de ces gens-là pour porter, en tout cas, le Cameroun pour la CAN 2019. Vous avez posé la question sur l'Allemagne tout à l'heure, le principe de la rétrocession, en tout cas la commission de rétrocession de la Coupe du Monde de 2006 à l'Allemagne était notamment menée par Franz Beckenbauer, qui était qui est l'un des plus grands footballeurs de tous les temps, l'une des principales figures du football allemand. Et donc dans le cas du Cameroun, on aura dû procéder pareil. Il faut qu'à un moment donné, parce que le football qui est un élément ici, est en quelque sorte à l'image du pays tout entier, il faut qu'à un moment donné, nous fonctionnons sur un principe de crédibilité et à long terme, parce que c'est justement ces manquements-là qui font que le Cameroun perd un peu sa solidité pour les observateurs internationaux, que ce soit du point de vue des infrastructures. La première pierre du stade à Yaoundé, c'était il y a 9 ans, et le stade n'est toujours pas terminé. Vous avez évoqué hier, je ne sais pas, lors d'un reportage, le cas Bambutos qui est relégué en division 2 parce que l'ancien coach, Monsieur Boyle, n'a pas été rémunéré. Le même cas de figure s'était produit avec l'entraîneur allemand Otto Pfister, qui avait été après indemnisé de 300 millions, sous entre autres haute instruction du président de la République. Vous avez parlé tout à l'heure du Cameroun qui ne serait pas une dictature. La dictature n'est pas seulement les endroits où on délègue. On peut déléguer, oui, mais on a remarqué que dans toutes les dictatures, à partir du moment où la position du champion en place est en... Si c'était une dictature, on allait vous arrêter. Pendant l'époque d'Aïdjo, vous n'allez même pas parler. On allait vous arrêter tout de suite. C'est de l'intimidation. Non, je vous dis, c'est l'intimidation. Nous ne sommes pas en dictature. Parce qu'il ne connaît pas l'époque d'Aïdjo. À l'époque d'Aïdjo, on allait venir le chercher. Il n'y avait pas de télé à l'époque d'Aïdjo. Non, l'ouverture démocratique du président de la République, c'est la loi de 1990. Je ne laisserai pas dire ça. Il faut faire très attention. Il n'y a pas de dictature au Cameroun. Disons que nous sommes dans un principe de relativité. Dans un principe de relativité, une grande ville est forcément plus petite qu'une autre plus grande ville. Je n'ai pas dit qu'on est dans une dictature, mais en tout cas, les éléments... Et d'ailleurs, je n'ai pas dit que je désapprouve les dictatures. Mais vous n'avez pas eu tort de dire qu'on est dans une dictature. Hein. Il y a même des dictatures très positives. Non, moi je crois que nous sommes dans une dictature. Oui, non, c'est pas là le débat, Carlos Ngoualé. On parle. Ça va dans tous les sens. Vous allez terminer votre propos. Exactement, pour garder la ligne droite de ce que j'affirmais tout à l'heure, c'est pour dire, entre autres, c'est sur intervention des chefs de l'État, lors du cas Otto Pfister, qu'il a fallu réguler certaines choses. Il ne faut pas toujours que dans le contexte du Cameroun, nous nous auto-infantilisions en attendant les injonctions externes ou de la plus haute autorité de l'État pour fonctionner. Même dans le cas de la fameuse vidéo, il a été dit ici que les pressions des organismes internationaux ont conduit le Cameroun à mener une enquête. La raison pour laquelle nous avons été mis en esclavage pendant 4 siècles et colonisés pendant des décennies, c'est parce que ceux qui venaient de l'extérieur ont abouti à la conclusion que nous étions incapables de nous autogérer. Si nous continuons à fonctionner en 2018 sur le même principe, il ne faudra pas s'étonner qu'à un moment donné, nous fassions à nouveau mettre à genoux. Carlos Ngoualé, vous vouliez prendre la parole, mais on va parler du SDF cette fois-ci. Voilà, je suis aussi aujourd'hui à dévoiler son QG de campagne, mais on s'attendait à voir le directeur de campagne. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, écoutez, l'objectif de la conférence de presse de ces jours, c'était pas de dévoiler le directeur de campagne. L'objectif, c'était de présenter le QG de campagne à la presse pour que, au moins, les journalistes aient une adresse où trouver le candidat ou avoir des informations sur comment la campagne se déroule sur le terrain. L'autre chose aussi, c'était de présenter à la presse comment la campagne est structurée, notamment avec l'équipe de campagne du candidat, ainsi que les bénévoles qui ont été recrutés pour travailler dans cette campagne et leur relation avec les structures du parti au niveau régional, au niveau départemental et au niveau des circonscriptions électorales. Votre champion a insisté sur le thème sécuriser le vote. Pourquoi il y a un problème? Bien entendu, vous savez, le processus électoral au Cameroun a été marqué depuis 1992 par l'absence de transparence. D'abord, en 1992, vous vous souvenez que la victoire du SDF a été volée, parce que le SDF a gagné l'élection présidentielle de 1992, mais sa victoire avait été volée. Par la suite, on a assisté à un système électoral basé sur la fraude, notamment
avec les falsifications des procès-verbaux et ainsi que les bourrages des urnes. C'est la raison pour laquelle nous avons mis un accent particulier. Le candidat Joshua aussi a mis un accent particulier sur la sécurisation du processus électoral. Et c'est ainsi que nous avons lancé un recrutement des bénévoles qui se déroule en ce moment sur le terrain. Pour le moment, nous avons déjà enrôlé 30 000 bénévoles qui travaillent tous les jours, qui sont formés. L'objectif, c'est de recruter au total 48 000 pour avoir pour chaque bureau de vote au moins 2 scrutateurs, notamment un représentant dans le bureau de vote et puis le scrutateur qui est à l'extérieur du bureau de vote. Donc, voilà l'objectif que nous voulons atteindre. Et il faut dire que ce travail a été fait de façon discrète et stratégique avec l'équipe de candidats. Le recrutement des bénévoles? Bien entendu, parce que... Mais vous savez, on a suivi l'annonce à la radio. Il y a eu une annonce, mais il y a eu des descentes sur le terrain. Vous savez très bien que l'équipe de campagne de Joshua aussi et lui-même ont fait des tournées sur le terrain. Mais ce n'était pas des tournées tambour battant. Nous avons rencontré les électeurs sur le terrain. Nous avons rencontré les sympathisants sur le terrain qui se sont montrés disponibles pour travailler dans cette campagne aux côtés du candidat pour sécuriser le processus électoral et faire en sorte qu'au soir du 7 octobre prochain, le résultat de cette élection reflète la réalité des urnes. Paul Maël, vous êtes le porte-parole du candidat Maître Keremouna. Est-ce que vous avez pensé à sécuriser, c'est le terme, hein, à la mode, sécuriser vos votes? Alors, pendant toute la période, comme je vous l'ai dit, entre janvier et le mois de juin, le candidat Keremouna a sillonné le Cameroun. On a fait 8 régions sur les 10. On est parti de l'extrême nord jusque dans le sud-ouest. Le candidat avait un message qu'il adressait aux personnes que nous avons rencontrées. Il leur disait, à l'époque on parlait encore d'inscription, c'était « allez vous inscrire ». Une fois que vous vous serez inscrit, le jour du scrutin, allez voter. Parce que si vous regardez les chiffres de 2011, vous allez vous rendre compte qu'il y avait environ 6 000 et poussières d'inscrits pour environ 4 millions, 6 millions, voilà, pour 4 millions et quelques de votants. Ça veut dire qu'il y a pratiquement 2 millions de citoyens qui avaient des cartes électorales qui sont restés chez eux. Oui. Et on sait que l'abstention est une technique qui est travaillée par les amis de Maître Pincy pour favoriser la victoire de leur candidat. Et c'est pourquoi aujourd'hui, par exemple, contrairement à ce qu'on veut penser, c'est pas le peuple qui réclame la coalition de l'opposition. C'est encore le régime qui fait circuler la rumeur selon laquelle si l'opposition ne se met pas ensemble, elle ne peut pas gagner. Du coup, si d'aventure il n'y avait pas opposition, il n'y avait pas coalition, ça entraînerait encore l'abstention qui est favorable au régime en place. Mais ça n'arrivera pas cette fois-ci, parce que cette fois-ci, effectivement, nous pensons que les Camerounais ne sont pas dupes. Donc, effectivement, le vote, le message c'était inscrivez-vous, votez et sécurisez vos votes. Parce que c'est quelque chose de très important. On ne peut pas donc espérer. Pour le cas du mouvement NAO, FDP, ce sont les électeurs sympathisants de votre mouvement qui vont au soir du 7 octobre sécuriser, on va le dire comme ça. Oui, parce qu'il y a une disposition. Et non des scrutateurs comme. Non, il y a des scrutateurs. Comme le prévoit la loi, le code électoral, chaque bureau de vote, il y a le représentant du candidat et il y a des scrutateurs. Oui. Et la loi électorale aujourd'hui dit que le président du bureau de vote va désigner parmi les électeurs les scrutateurs, mais le candidat envoie son représentant. Nous pensons qu'au-delà des scrutateurs et du représentant du candidat, il faut ce que nous appelons la milice électorale, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens dehors qui attendent la fin. La milice électorale. Voilà, la milice électorale. Des gens qui surveillent le vote, qui surveillent le déroulement du processus, parce que généralement, vous savez également que le scrutateur et le représentant sont parfois intimidés par aussi bien le bureau du président du bureau de vote, par le représentant du sous-préfet par exemple. Moi, en tant que journaliste, j'ai couvert des élections où vous allez dans un village et vous envoyez un représentant, peut-être parce que vous n'avez pas des gens là-bas, et les gars du village l'empêchent même d'accéder au bureau de vote. Donc il faut qu'il y ait une milice qui sécurise d'abord le scrutateur et le représentant du candidat, et derrière ça, qui participe de manière effective au décompte du bureau de vote. Parce que vous savez que le décompte des voix se fait est public. À la fin. Donc tous ceux qui peuvent accéder dans le bureau de vote y accèdent. Et il faut que ces gens-là viennent et s'assurent effectivement que les résultats qui sont affichés au tableau sont les mêmes sur le procès verbal, que le représentant et les scrutateurs ne sont pas intimidés. Nous, on appelle ça la milice électorale. C'est quelque chose de fondamental aujourd'hui pour contrer le système de fraude que le régime a mis en place depuis des années. Maître Pincy, SDF, il y a des volontaires pour sécuriser des votes, la milice électorale pour le mouvement NAO, FDP, tout ça pour vous, parce qu'ils ont peur de ce que vous auriez fait
les élections précédentes au RDPC. Je voudrais d'abord dire ici que si nous en sommes aujourd'hui à des modifications électorales, c'est certainement un peu grâce à Joshua. Nous avons fait beaucoup d'émissions à l'époque où il y avait l'ONEL, où il avait dit que c'était pas bon. On a fait, je pense, ONEL 2, et après on est allé à ELECAM, et il a parlé de la biométrie. J'étais dans une émission avec Joshua, et le gouvernement a accédé à cette proposition qui était de nature à entraîner une meilleure transparence. C'est un progrès. Moi, j'ai assisté à des élections, et je peux vous assurer que moi, j'entends des fables, hein, parce que moi, c'est impossible de pouvoir intimider les gens en tout état de cause sur ce qui se passe à Douala. Moi, je n'étais pas dans les villages. Donc, je n'ai pas le don de bicuter comme Paul Maher, qui se trouve à droite et à gauche, et qui voit tout ce qui se passe à travers le Cameroun. Moi, il était sur le terrain, il était reporter. Moi, j'étais sur le terrain. Il parle des choses vues et entendues. Je ne sais pas dans quel village il était. On peut me contester beaucoup de choses. Mais Paul Maher, c'est pas... Je parle même de mon propre village. Je ne vais même pas vous parler des villages. Si c'est devenu... En 2004, j'ai couvert l'élection présidentielle dans mon propre village. Si c'est une affaire villageoise, je ne peux pas en parler. Bon. Mais sur ce qui se passe dans le reste de la population, tout ce que je sais, c'est que d'abord pour le SDF, ça va être très compliqué. Si je fais un petit calcul, 650 000, et s'il n'y a que pour 10 000, on en est à 500 millions. Donc sur les recrutements du SDF, on va aller dans une affaire de 500 millions à 1 milliard, rien que pour les scrutateurs et les gens qui doivent compter. Je suis encore obligé d'intervenir, Serge Alain. Je suis désolé d'interrompre Maître Pensi. C'est justement qu'il faut sortir de ce système de monnayage. Aujourd'hui, nous appelons à la mobilisation. Voilà, on n'est pas obligé. Une de changement. Maître Pensi, le SDF est volontaire. Pour couvrir les élections, c'est des bénévoles que le SDF a recrutés. Comme ceux qui ont été les bénévoles ne peuvent pas faire les 300, ne peuvent pas aller dans toutes les circonscriptions. Écoutez, Maître, excusez-moi, je suis en train de parler. Vous allez prendre la parole après, si vous permettez. Je dis qu'il en faut 500 millions à 1 milliard qui n'ont pas. Donc tout ça c'est du verbiage. On espère en tout. Et quant à la milice, mais c'est pas possible. Je rêve. Vous allez avoir une police privée qui va venir pour qu'il y ait la bagarre à l'intérieur pour surveiller. Je crois que si c'est ce que vous imaginez, ça ne passera pas. Le préfet et le sous-préfet ont reçu des instructions. Mais ça va passer. Non. Pour qu'il n'y ait pas de désordre. Mais ça va passer. Personne n'a parlé de désordre. Il n'aura pas. Vous faites pas dire. Ils n'ont pas parlé de désordre. Il a dit de milice. Milice électorale. C'est comme ça que nous avons appelé ça. C'est une terminologie. Il va y avoir les bérets noirs, des milices avec les parenthèses. Attendez, il termine son propos. Laissez-moi terminer. Après, vous allez parler. Je voudrais dire tout simplement que moi, j'ai vu des élections. C'est très difficile de pouvoir frauder. Parce que moi, j'ai ma carte électorale. Je ne sais pas si vous avez la vôtre. Moi, je montre la mienne. Je me promène avec. Maître Pensi, c'est des Camerounais qui me regardent. Je montre ma carte. Il y a des gens qui bavardent. Moi, j'ai ma carte. Quand vous nous dites qu'on ne veut pas frauder, c'est des Camerounais. J'ai ma carte. Elle est falsifiable. La voici. Elle est falsifiable. Alors, vous allez commencer à dire on va faire ceci, on va faire cela. C'est vous qui avez demandé la biométrie. Et depuis que, à chaque élection qui arrive avec les modifications qui sont demandées par le SDF des partis politiques, le RDPC gagne en voix. Je rappelle qu'aux dernières élections, sur les 6 millions, à peu près 600 000, le président a eu à peu près 3 millions 6 ou 3 millions 7. Et que si vous faites mathématiquement, le moment NAO, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont un électeur ou un député, ils ont peut-être un ou deux, je ne sais pas combien de conseillers municipaux. Le SDF est le parti, à mon avis, qui est le parti qui est leader de l'opposition. Et je vois mal comment il va faire une coalition avec vous. Il va y avoir ses volontaires. J'espère qu'ils auront suffisamment de moyens pour faire campagne. Dans tout état de cause, la milice, ne passera pas. Pas tous Il n'y aura pas de milice. Une parenthèse. Les préfets, les sous-préfets sont prévenus. Oui, rapidement. Juste une parenthèse pour dire que les propos de Paul Maher sont tout à fait exacts. Il faut une milice électorale dans ce pays. Pourquoi? Maître Pensi, qui est avocat au barreau du Cameroun, sait très bien que la fraude électorale est punie par le code électoral. En 2007, lorsqu'il y a eu des falsifications des procès-verbaux à Vouri-Est, à Douala 5e, lesquelles falsifications des procès-verbaux ont conduit à l'annulation des élections, aussi bien à la mairie de Douala 5e que
à l'élection des députés à Vouri-Est, c'est le Cameroun qui paye de l'argent parce qu'il fallait organiser les élections partielles. Mais je suis dans contre cette la fraude. circonscription-là. Aujourd'hui, Je suis contre la fraude. aujourd'hui, l'objectif, je vais dire, est clair. Nous n'allons plus accepter d'aller nous pourvoir en justice alors que les juges font preuve de mansuétude à l'égard des fraudeurs. Oh là. Nous avons porté plainte contre ces fraudeurs. Oh là. Aucun d'eux n'a été condamné jusqu'à ce jour. D'ailleurs, il n'y a même jamais eu de procès. Ok. Vous pensez que nous allons continuer d'accepter que vous venez frauder les élections sur le terrain? Nous allons nous Non, on ne fraude pas, c'est vous qui Fidel fraudez. Kanga, oui, on C'est a vous qui compris. fraudez. Oui, Fidel Nous Kanga. allons nous défendre. Oui, Fidel Kanga, est-ce que vous comprenez que les formations politiques, l'opposition, mettent ce système anti-fraude, on va le dire comme ça? Avec les milices. Sur la Vous forme, comprenez? sur la forme, l'intention, elle est bonne. Mais sur le fond, en tant que Camerounais lambda, j'essaierai de ne pas être dupe et j'exhorterai mes compatriotes à ne pas être dupes non plus. Les élections présidentielles ne sont pas une fin en soi, c'est un moyen. Les élections présidentielles ne vont pas démanteler les enjeux et les préoccupations des Camerounais aujourd'hui. Les élections présidentielles ne sont qu'une étape dans le Cameroun que nous voulons à partir du 8 octobre, au lendemain des élections. Oui. Nous avons 3 représentants de partis sur ce plateau. Je n'en fais pas partie. Je me considère comme un Camerounais lambda et au regard des réactions, de certaines réactions que nous avons sur le plateau, je peux déjà dire qu'il y a au moins un parti à qui je n'accorderai pas ma voix, dans l'espoir que justement les réactions du ou des représentants de ce ou de ces partis ne sont pas représentatives de la majorité des leaders de ces partis-là. Parce qu'il ne faut pas donner l'impression aux Camerounais qu'on est prêt à accéder ou alors à rester, à garder le pouvoir dont on dispose, vaille que vaille. Il faut appeler les Camerounais à comprendre que si nous voulons le pouvoir ou si nous voulons rester au pouvoir, c'est parce que nous avons un projet pour eux. C'est pour ça que le débat doit davantage se focaliser sur le projet. Donner l'impression, en tout cas être prêt à tout, à toutes sortes d'armes, parce qu'on croit que l'arène, c'est un échange de coups, au lieu que ce soit un échange d'idées, c'est communiquer l'information selon laquelle, merci à vous, bétail électoral, j'ai besoin de vous actuellement, c'est pour ça que je fais cette façade, cette proximité de façade, mais après je vous oublierai. Alors, maintenant que les différents partis ont décidé, le SDF notamment, parce qu'il y a le mauvais souvenir, le spectre de 92 qui plane, on se dit voilà, il ne faut pas que la même chose se reproduise, il faut une certaine transparence. On peut appeler ça comme on veut, le mot est peut-être mal choisi, le mot milice, mais en tout cas, quand on essaye un peu d'y réfléchir profondément, on comprend là où ils veulent en venir. On ne va pas pour des raisons de campagne directement leur faire un procès d'intention d'être des Boko Haram 2.0 qui viendront saccager les bureaux de vote. Milice, évidemment, milice signifie justement, en tout cas selon ma compréhension, avec toute la bonne foi que je leur accorde, c'est bénévole, ou même si on les paye, qui viendront en tout cas observer que tout se passe, il y ait conformité entre les procès-verbaux, les résultats, en tout cas que tout se passe selon les règles de conformité. Okay. Donc c'est bien qu'ils aient eu cette initiative, mais maintenant il faut aussi qu'ils se posent d'abord la question, est-ce que l'initiative que nous mettons sur pied a un sens? Parce que aller dans des élections où il est probable que sur les résultats finaux, l'écart entre le RDPC et le deuxième soit très grand, c'est un peu gaspiller beaucoup d'énergie pour rien. C'était avant. Il faudrait donc justement, et c'est ce que nous espérons, qu'ils se mettent dans la condition, que ce soit sous la forme d'une coalition, sous la forme d'un projet convaincant quand la campagne débutera, qu'ils se mettent en condition de s'assurer une plus haute probabilité de victoire. Voilà, Carlos Golem, votre candidat aujourd'hui, votre champion, a dit que SDF n'a pas un problème avec la coalition. Oui, il demande quand même qu'il y ait un congrès extraordinaire pour avoir... Non, bien évidemment, le SDF et son candidat n'ont aucun problème avec la coalition. D'ailleurs, il a dit ça sur vos caméras. Et je pense que le SDF a toujours été habitué aux coalitions. D'ailleurs, en 92, lorsque le chairman gagne l'élection présidentielle, c'est l'Union pour le changement qui porte sa candidature. Donc, ce n'est pas la première fois que nous faisons... Mais les choses ont changé, hein, parce qu'à un moment, on a suivi... des discours, non, c'est pas la rivière qui va vers, c'est pas le fleuve qui va vers la rivière. Non, non, écoutez, ce genre de discours. Écoutez, l'honorable Joshua aussi a été clair cet après-midi. Il a dit que la coalition dont il est question est une coalition basée sur le programme, c'est-à-dire une coalition programmatique. C'est pas une coalition de personnalité. Je pense qu'il a été assez clair sur la question et je crois aussi qu'il a précisé que lui, en tant que candidat investi par le SDF
à l'occasion d'un congrès, s'il arrivait qu'il veuille prendre une décision pour aller à l'encontre de l'objectif qui lui a été assigné, parce que le congrès lui a assigné un objectif, c'est celui de gagner, d'aller et de gagner l'élection présidentielle. Le deuxième objectif que le deuxième mandat que le congrès lui a donné, c'était que pour atteindre cet objectif-là, il devait nouer les alliances nécessaires pour l'atteinte de cet objectif. Et donc, pour nous, pour le SDF, l'objectif, c'est le peuple camerounais. L'objectif, ce ne sont pas des individus. Nous ne voulons pas des coalitions entre copains, mais nous voulons des coalitions programmatiques pour le peuple camerounais. Voilà la position qui a été exprimée par le candidat. Et je crois que cette position-là est à peu près celle que les Camerounais attendent. Ok. Il a parlé d'un congrès, vous croyez que c'est faisable là? Bien entendu, il a dit clairement que, d'ailleurs en 2011, on l'a fait, on peut rapidement convoquer un congrès extraordinaire. En réalité, il répondait à une question de journaliste qui lui demandait de savoir si il peut se retirer au profit d'un autre candidat. Il a clairement dit que cela est possible si un certain nombre de conditions sont réunies. Et je crois que j'ai expliqué tout à l'heure qu'il a un mandat et il ne peut pas aller au-delà du mandat qui lui a été donné par le congrès du parti. Pour le moment, le seul mandat qu'il a, c'est d'aller gagner l'élection présidentielle. Le deuxième mandat qu'il a, c'est de nouer les alliances qui lui permettent d'atteindre cet objectif. Et si il doit prendre une décision en dehors des deux mandats qui lui ont été donnés, il doit recourir au congrès qui peut se réunir rapidement dans le cadre d'une convention extraordinaire. Parce qu'il faut rappeler, pour sortir, pour terminer, sur ce point, j'allais autour que le SDF est un parti démocratique. Et je pense que pour ceux qui connaissent le SDF, Paul Mayel, les journalistes, ils couvrent les activités du SDF depuis des années, il faut savoir que au SDF, on ne devient pas candidat personnellement. On est candidat parce qu'on est investi par les instances du parti. Et au SDF, c'est la convention nationale. Et cette convention a réuni des milliers de Camerounais, des milliers de militants en février dernier. Et c'est eux qui avaient désigné l'honorable Joshua aussi comme candidat à l'élection présidentielle avec les mandats que je viens de vous expliquer. Ok, Paul Mayel, où est-ce que votre candidat, votre champion, Maître Keremouna, en est avec cette histoire de coalition? Et on est sur la même position que le SDF. Et d'ailleurs, je voudrais dire ici que je salue l'extrait qu'on a vu dans le journal tout à l'heure de l'honorable Oshi. Je voudrais d'abord dire à titre personnel, moi l'honorable Oshi, c'est quelqu'un dont j'ai le privilège d'être, qui me fait le privilège de compter parmi ses amis. Je vais vous dire une anecdote. Depuis, je suis dans l'équipe du candidat Keremouna depuis le mois de janvier. L'honorable Oshi et moi, on s'est rencontrés 3 fois. Bien sûr, on ne parle pas de politique. On a quelques centres d'intérêt communs, notamment la musique, dont il m'a fait l'amitié de m'inviter 2 ou 3 fois et on parle de choses et d'autres, pour vous dire. Non, mais sur le plan politique, on est sur la même longueur d'onde. J'en parlais encore avec Keremouna avant d'entrer dans ce studio, qui me disait que... Je vais vous dire pourquoi moi je suis optimiste, personnellement. D'abord parce que les leaders se parlent. Ils sont tous en contact sur la question de la coalition. Le deuxième sujet mais le peuple ne voit rien. J'en viens. Le deuxième sujet de satisfaction, c'est que tous les leaders avec lesquels nous sommes en contact, moi je les ai entendus dire « je ne suis pas obligé d'être le président ». Troisième chose, c'est qu'ils ne sont plus aujourd'hui au niveau des profils de dire que nous allons bâtir la coalition sur la base des profils. Ils sont sur la logique c'est sur la base de l'offre à proposer aux Camerounais. Qu'est-ce que nous proposons aux Camerounais? Et une fois qu'ils auront défini cette offre, qui est une offre véritable de changement, ils définiront lequel d'entre eux est à mieux de porter ce projet-là. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que je comprends l'impatience des populations, mais je vais juste vous prendre un exemple. Entre janvier et février, mon ami et frère Cabral Libi demandait qu'on organise des primaires de la coalition, de l'opposition. Imaginez qu'on l'ait suivi sur cette voie et qu'on ait organisé les primaires à ce moment-là et qu'on se soit retrouvé avec Jean de Dieu Momo et Banda Kani dedans. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Non. Moi, j'ai couvert les élections au Cameroun, j'en ai couvert à l'étranger. Je n'ai jamais vu une coalition se former 3-4 mois avant les élections. On la forme au dernier moment parce qu'elle permet justement que les amis de Maître Pensi ne viennent pas s'infiltrer dedans et ne viennent pas essayer de la détourner. Donc, moi, je dis, les leaders sont en train de se parler, ils sont en contact, ils sont conscients que le peuple leur demande de se mettre ensemble, ils sont conscients des enjeux de l'heure. Et moi, comme je le dis, étant proche
collaborateur d'Akeremouna, je suis très très optimiste. Maître Pensy, le fait que les leaders de l'opposition se parlent vous inquiète au RDPC? Non, puisque le RDPC est dedans. C'est ce qu'il a fait de dire. Le RDPC, c'est l'œil de Moscou. On nous voit partout. Non, je crois que d'abord, Dame Dua n'est pas là. Comment vous le savez? Non, je ne vais pas être dedans. Ne soyez pas péremptoire. On a cité le nom de personne. Ne soyez pas péremptoire. Kamto a dit qu'il est le seul tireur de pénalty. Il a déjà pris la balle, il l'a mis au centre. Joshua aussi a dit plusieurs choses. Ce n'est pas la rivière qui va, je ne sais pas où. Non, les présidents aussi viennent de parler. Il vient de dire, excusez-moi, ne me coupez pas, il vient de dire tout de suite, je ne veux pas engager le SDF sur un mandat que je n'ai pas. Il a dit, dit, nous ne faisons pas de coalition, mais tout simplement une coalition de programme. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de coalition. Laissez-moi avec vos histoires là. Vous tremblez tous devant le RDPC. Vous croyez que le RDPC se trouve partout. Le RDPC est serein. Et dans le cadre de ces élections, il n'a pas besoin d'essayer de recruter des gens qui n'existent pas. Vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas la force. Vous ne pouvez pas vous entendre à 7. Vous ne pouvez pas diriger un pays de 22 000 personnes. Et notre candidat est tranquille. Et nous sommes fidèles tous les jours. Voilà, on vous a compris. On n'attend pas le dernier jour pour venir vendre la vache. Et là, on vous a compris. Le monde a fait 30 secondes, Wilfried Kangan, parce qu'il y a... Oui, il y a un programme important qui va suivre. Disons que j'exhorterai le RDPC de mettre Pensy à mettre à la même fougue pour l'élaboration des projets du Cameroun. Le président de la République, on a commencé par là, à élaborer, à nommer une nouvelle personnalité, un nouveau PC à la tête de Camwater. Mais il faut maintenant, dans le contenu, penser aux Camerounais. On prend l'exemple d'un pays au hasard, le Canada. Dans l'article 47 de la loi sur la qualité de l'environnement, ils ont ce qu'ils appellent l'indice sur la qualité de l'air, où il faut informer de temps en temps la population sur les conditions environnementales qui sont les leurs. Il faut qu'on ait ce type de levier sur l'eau aussi, notamment. En tout cas, c'est un exemple de projet sur lequel il faudra mettre la même énergie que celle que vous mettez sur le plateau. Merci. Merci Wilfried Kangan de nous avoir accompagnés pendant tous ces jours-ci. Merci. Merci à vous. Merci Carlos Ngoualem. C'est fini? Oui, c'est fini. Merci Maître Pensy. C'est moi qui vous remercie. Merci Paul Mahen. Merci à vous. Mais ce n'est pas fini avec le mouvement non, hein, vous savez. Dans quelques instants, le candidat Akeremouna est sur les antennes. Il est sur le plateau. Il est sur le plateau déjà, voilà. La vérité en face, tout de suite, après Equinox Soir, la vérité en face, vous pouvez le voir à l'écran. Le bâtonnier Akeremouna, candidat présent investi par le FDP, leader du mouvement Now. Il sera en face de Cédric Noufélé, Duval Fangwa et Mimi Mefo. Madame, Monsieur, c'était Equinox Soir. Rediffusion 23h GMT. Il sera minuit à Mimboman. Bonsoir.